Le président Al-Assad décrète une amnistie générale sur les sanctions relatives aux services militaires et les sanctions militaires. L'ATSUS appelle toutes les parties en Syrie à s'imbriquer dans des solutions politiques à la crise. Et la Russie condamne les actes terroristes en Syrie, estimant qu'ils font échouer le plan Annan. Bonsoir. Après les titres, tout de suite les détails. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret législatif numéro 30 de l'an 2012 stipulant une amnistie générale pour toutes les sanctions comprises dans certains articles du Code du service militaire et ses sanctions. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, a appelé les pays de la région à adopter des mesures supplémentaires pour aider à la mise en œuvre du plan Annan. Il a en outre souligné la nécessité urgente d'arrêter la violence en Syrie par toutes les parties et d'œuvrer pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Selon Latsous, les observateurs sont venus en Syrie en vue d'appliquer le plan en 6 points de l'émissaire onusien en Syrie, Kofi Annan. Latsous a ajouté que les observateurs ont convenu avec le gouvernement d'être neutres, sans armes et de travailler pour la protection des citoyens, conformément aux compétences dont ils sont en charge, a dit Latsous hier lors d'un point de presse au siège de l'ONU à New York. Il a ajouté que les observateurs onusiens sont repartis aujourd'hui dans 5 gouvernorats, Damas, Homs, Hama, Daraa et Idlib, ajoutant qu'ils ont déjà fait des patrouilles continues dans ces villes. Latsous a souligné qu'il existe actuellement 24 observateurs et que le nombre va augmenter au cours des 2 prochaines semaines. Dans une déclaration à la presse, Niraj Singh, porte-parole de la mission des observateurs internationaux en Syrie, a indiqué que la mission fait son travail de façon adéquate dans toutes les régions du pays. Nous avons actuellement 31 observateurs au sein de la mission en Syrie. Le travail se fait normalement et les observateurs vont poursuivre la mission en se dispatchant à travers les régions pour accomplir leurs devoirs à Homs, à Hama, à Daraa et à Idlib. L'équipe de Damas va, comme d'habitude, dans les environs de Damas. La Russie a vivement condamné la recrudescence d'actes terroristes en Syrie, affirmant que ces opérations visent à mettre en échec le plan de l'émissaire onusien en Syrie, Kofi Annan. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère russe des Affaires étrangères a fait état des attentats terroristes qui avaient eu lieu le 27 avril dernier, suivis 3 jours après de 2 attentats à la voiture piégée contre des institutions publiques à Idlib. Le ministère russe des Affaires étrangères a également condamné, dans ce même communiqué, ces explosions terroristes et souligné que les terroristes ont délibérément fait coïncider ces attaques avec l'arrivée du général norvégien Robert Mood, désigné comme chef de la mission des observateurs internationaux en Syrie dans le cadre du plan Annan. Un groupe terroriste armé a assassiné aujourd'hui un adjudant-chef des forces de l'ordre à Bousracham dans la banlieue de Daraa. Une source du siège du gouvernorat a fait savoir que les terroristes avaient tiré sur l'adjudant-chef Kamal Mohamed Al-Zuabi des forces de l'ordre et sur son fils à proximité de leur maison dans la localité d'Al-Alemi à Daraa, causant la mort de l'adjudant-chef et la blessure de son fils. Dans le même contexte, un autre groupe terroriste armé a enlevé hier l'adjudant-chef Mar'i Zneiqa du village de Mahejé, qui est tombé en martyr suite à sa résistance à ce groupe qui avait tiré sur lui et sur une de ses proches. Anna Rahal al-Bakkar, 70 ans, se trouvant dans la voiture au moment de l'agression.
La Syrie sera au rendez-vous le 7 du mois en cours avec une échéance démocratique importante, à savoir les élections législatives qui se tiendront cette fois-ci selon des nouveaux critères et conformément à une constitution moderne qui n'a rien à envier avec les autres constitutions du monde. L'Assemblée du peuple a clôturé le 9e tour législatif et ses membres se sont dit adieu dans l'attente du prochain tour au cours duquel ils pourraient avoir la chance d'être reconduits dans leurs fonctions. Cette fois-ci, les députés ont quitté l'Assemblée du peuple via ces 7 portes, tout en prenant conscience que s'ils voulaient y rentrer, ils n'auront qu'une seule porte à emprunter, celle des urnes. 7195 candidats, dont 10% sont des femmes, sont en lice pour se disputer les 250 sièges à pourvoir, soit l'équivalent d'un siège pour 28 candidats. Notons que parmi ces candidats, 2932 sont titulaires des diplômes universitaires, ce qui constitue un signe très positif. Les prochaines élections législatives se tiendront conformément aux dispositions d'une nouvelle constitution moderne qui n'a rien à envier avec les autres constitutions du monde. Il est à signaler que la Syrie compte parmi les premiers États démocratiques du monde, d'autant que la mise en place de la première instance démocratique syrienne remonte à 1919. Il s'agit du premier congrès syrien tenu le 8 mars 1920 où il a proclamé l'indépendance du Levant de l'occupant ottoman et annonce son rejet de l'ingérence étrangère de la promesse de Balfour ainsi que de la politique mandataire. Une constitution provisoire de la Syrie fut également rédigée à l'époque par ce même congrès. Cependant, ce congrès a été dissous après l'accord de Sykes-Picot et l'invasion de la Syrie par l'occupant français, auquel les Syriens lui avaient fait face vaillamment, et la fameuse bataille de Maïsseloun en était la preuve tangible. En effet, l'expérience des Syriens avec l'occupant français était si amère, surtout que l'ensemble d'activités du Parlement syrien à l'époque ont été bloquées par la puissance mandataire. En 1928, le Parlement syrien a rédigé une nouvelle constitution du pays sur laquelle le haut-commissaire français a émis des objections procédant à bloquer les activités de cette instance démocratique syrienne. Des élections législatives se sont également tenues en 1931 afin de former un nouveau Parlement. Néanmoins, les résultats de ce scrutin ont été annulés par les autorités mandataires qui ont également procédé à mettre en échec les élections tenues l'année suivante sur fond du refus du Parlement syrien de signer un traité politique avec l'occupant français. Cependant, l'agression française contre nos instances démocratiques a atteint son apogée le 29 mai 1945, où les forces d'occupation françaises ont attaqué le siège du Parlement, tuant sa garnison. Après l'indépendance et plus précisément en 1973, la Syrie a connu les premières élections législatives au suffrage universel. Ces élections ont constitué une grande réalisation sur la route de la démocratie populaire. Aujourd'hui, notre peuple, toute composante confondue, aspire à poursuivre la marche de ses ancêtres conformément à la nouvelle Constitution. Et le Parlement estudiantin a discuté lors de sa première séance tenue hier au siège de l'Assemblée du peuple les questions les plus importantes de l'enseignement, de la pédagogie et des œuvres sociales qui intéressent les jeunes. Les participants ont souligné la nécessité de faire participer les jeunes à la prise de décisions universitaires, administratives et académiques, insistant sur l'importance de fonder des projets de développement pour investir les compétences juvéniles et établir des centres de recherche pour les jeunes. À l'ouverture de la séance, M. Mahmoud Al-Abrash, président de l'Assemblée du peuple, a indiqué que les jeunes syriens représentent le présent et l'avenir du pays. Il a souligné l'importance du Parlement estudiantin dans la promotion de la vie politique. En Égypte, des affrontements ont de nouveau éclaté près du ministère de la Défense à Al-Abbasiyya au Caire, faisant 11 morts et près de 150 blessés. Des bombes Molotov et du gaz lacrymogène, en plus des armes automatiques, ont été utilisées dans ces accrochages, ont indiqué des sources égyptiennes. Hier soir, des affrontements avaient éclaté entre des manifestants et des personnes inconnues. Les manifestants étaient rassemblés depuis quelques jours devant le siège du ministère de la Défense pour réclamer le départ du
conseil militaire et le transfert du pouvoir aux civils. Et au Bahreïn, l'opposant bahreïni détenu Abdelhadi Khawaja a déclaré qu'il va poursuivre sa grève de la faim en dépit de la décision du tribunal de le retraduire devant des tribunaux civils. Pour sa part, l'épouse d'Al-Khawaja a qualifié d'erronée la décision de retraduire en justice son mari, estimant que les autorités tentent de gagner le temps pour échapper à la pression internationale. Elle a également souligné que l'état de santé de son mari continue de se dégrader. Et dans les territoires palestiniens occupés, l'aviation de guerre israélienne a mené aujourd'hui à l'aube un raid sur le nord de la bande de Gaza. Parallèlement, les forces d'occupation israéliennes ont fait incursion à l'est de Khan Younes, au sud de la bande, et tiré en direction des maisons des Palestiniens alors que les bulldozers ont procédé à l'aplanissement des terres agricoles. En Cisjordanie, les forces d'occupation ont perquisitionné plusieurs régions et établi des barrages militaires aux entrées de certains villages et procédé à l'arrestation de 4 Palestiniens, outre la destruction de plusieurs maisons dans le quartier Selwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Assad décrète une amnistie générale sur les sanctions relatives aux services militaires et les sanctions militaires.